Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la semaine du tourisme et sur cette journée consacrée au voyage autrement. Et maintenant, nous allons voyager en van pour se déconnecter du quotidien et pour se recentrer sur l'essentiel. Pour nous en parler, nous sommes avec Valentine Houchot, brand manager chez Yescapa, société spécialisée dans la location de vannes entre particuliers. Bonjour Valentine. Bonjour Stéphanie. Merci. Valentine, vous allez donc nous expliquer pourquoi le van est tellement tendance et vous allez nous donner des conseils pour bien préparer son road trip. Pendant ce live, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Nous y répondrons en direct avec Valentine. Valentine, maintenant c'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie. Alors bonjour à tous et merci d'être présente pour cette conférence à distance. Comme l'a dit Stéphanie, on va parler de la thématique du voyage autrement et du voyage en van plus précisément. Je me représente rapidement, même si ça a été fait. Donc, je travaille pour Yescapa, qui est la plateforme leader de location de camping-cars, fourgons et vannes aménagées entre particuliers. Autrement dit, le Airbnb du camping-car et du van. Tout d'abord, voyager autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je fais un petit step back, un petit flashback pour remonter juste rapidement au début des vacances. Pour les Français, l'essor des vacances, c'est arrivé au tout début du XXe siècle, juste après l'instauration des premiers congés payés. Au départ, la notion de voyager autrement, ça n'existe même pas, car simplement partir, c'est une façon de faire autrement. Les premières vacances pour les Français se ressemblent relativement. C'est rejoindre les côtes ou les montagnes, la plupart du temps en village vacances. À partir des années 60-70, voyager autrement, c'est plutôt délaisser la France le temps de ses vacances et aller voir à l'étranger comment ça se passe, à commencer par les autres pays du bassin méditerranéen. Dans cette même période, une façon de voyager autrement, c'est le all-inclusive. À ce moment-là, on conserve l'aspect communautaire, mais en prenant le large. On sort de France en s'affranchissant des contraintes d'organisation, de langue, de logistique sur place, de conversion des devises. À peu près à la même période, c'est aussi le début du camping-car. Les camping-cars commencent à se démocratiser dans les années 70. Ils apportent le confort de la maison en accompagnement dans les temps de loisirs. Les camping-caristes deviennent une vraie communauté qui commence à assumer leur envie d'indépendance. À partir des années 80, cette envie d'indépendance, elle souffle clairement dans les besoins de vacances. Et c'est à ce moment-là où les all-inclusive dont on vient de parler et les excursions de groupe commencent doucement à se ringardiser. On recherche de nouvelles expériences, on veut découvrir des joyaux inexplorés, on veut voyager hors des sentiers battus, on veut des vacances uniques. Les voyageurs du monde entier, les Français y compris, veulent explorer selon leurs propres envies. À ces moments-là, une façon de voyager autrement, c'est le backpack, c'est-à-dire partir avec son sac à dos, aller en hostels ou auberges de jeunesse. Ça a été popularisé vraiment dans la fin des années 70, début des années 80 pour devenir un phénomène que tout le monde connaît aujourd'hui. Le backpacking, c'est une vraie façon de voyager autrement qui est plébiscitée par principalement les jeunes, mais aussi les moins jeunes, en quête d'authenticité. Ils cherchent une manière de repousser leurs limites d'une certaine façon. Auparavant marginal, c'est aujourd'hui devenu presque institutionnalisé et courant dans les sociétés occidentales. Le voyager autrement en backpack. C'est aussi le moment où on commence à parler de van life. Et on retrouve l'indémodable combi Volkswagen. Les grandes routes du continent américain se prêtent parfaitement au road trip. De plus en plus de voyageurs ont pris le volant pour voyager pour peu d'argent. Les années hippies ont d'autant plus popularisé le phénomène qui ont érigé le véhicule comme un véritable symbole de liberté. La van life évolue en Europe avec l'émergence des camping-cars, plus spacieux, confortables et onéreux, s'ouvrant ainsi une clientèle plus âgée. Mais depuis près de 10 ans, la tendance commence à attirer des profils de plus en plus variés, séduits par la praticité de ce mode de voyage, la proximité avec la nature, la liberté qu'ils peuvent permettre. Doucement aussi, dans le voyager autrement, on veut de plus en plus explorer
en étant en accord avec nos valeurs, en donnant du sens à notre façon de voyager. De là émergent beaucoup de tendances touristiques qui sont aujourd'hui contemporaines, qui répondent aux valeurs de notre époque. Et 2020, tout particulièrement, cette période avec des temps de confinement, ont permis à beaucoup d'entre nous de l'introspection et un voyage en terre intérieure, si je puis dire, plutôt qu'en terre inconnue, et qui a pu mettre en lumière l'opportunité de revisiter le tourisme domestique. Et le fait aussi qu'on a de plus envie d'utile, de sincérité, de transparence, de se sentir solidaire. Ces grandes tendances touristiques dont je vous parle, elles sont plusieurs. La première, c'est le stop, la halte qui est en train de se mettre au tourisme de masse. Finalement, voyager plus, c'est pas forcément ce qu'on a envie. En revanche, à l'heure d'une prise de conscience écologique, voyager différemment, voyager autrement, voyager mieux, pour limiter son impact sur des sites touristiques parfois déjà menacés, ça semble devenir essentiel pour beaucoup. J'en profite pour citer une petite donnée qui sort d'une étude qui a été faite par le site Booking, qui est que 54% des voyageurs qui ont été interrogés souhaitent aujourd'hui jouer un rôle dans la réduction du tourisme de masse. 51% même de ces répondants se disent prêts à changer de destination à la faveur d'une alternative similaire si ça permet de limiter leur impact sur l'environnement. C'est une information qui est assez intéressante et qui va nous emmener aux autres tendances dont je vais vous parler, qui sont vraiment toutes liées les unes aux autres. La première, c'est la quête du mieux-être. Aujourd'hui, il est presque plus facile d'être riche d'argent que d'être riche en temps. Et on se rend compte que le temps dédié au loisir se fait de plus en plus rare. C'est pourquoi ça peut devenir essentiel pour certains de rentabiliser les expériences de vacances par l'amélioration de soi. Finalement, on est un peu tous à la recherche d'expériences inédites, plus riches, plus intenses, plus authentiques. Et on en vient à parler de la quête d'authenticité. De plus en plus de touristes, finalement, vous et moi, refusent de plus en plus d'être ce qu'on appelle des touristes. Nous sommes des voyageurs en quête d'authenticité. On veut plus s'aventurer dans des quartiers, échanger avec des habitants, découvrir leur façon de vivre, s'initier à leur gastronomie. Aujourd'hui, on veut voyager en s'immergeant dans les cultures locales et expérimenter un quotidien. Cette volonté d'expérimenter un quotidien, elle se fait aussi avec la montée en puissance de ce qu'on appelle le tourisme de proximité. Et en anglais, le terme staycation, c'est-à-dire partir en vacances à la maison. Au final, on réinvente notre rapport à la proximité, on change de point de vue et on donne un sens à nos vacances jusqu'à nous permettre de devenir touristes chez nous, à quelques kilomètres ou plus loin de notre domicile. Il y a aussi les voyages solidaires qui se font depuis de nombreuses années, principalement souvent à l'étranger. Aujourd'hui, on voit une nouvelle dynamique de solidarité locale, près de chez nous. C'est un mouvement qui a été renforcé par l'envie de se préparer, d'une certaine façon, au monde d'après. On entend de plus de gens qui profitent de leurs vacances pour aller se frotter à l'apiculture, pour percer les secrets de la permaculture ou pour apprendre à concevoir une forêt nourricière, par exemple. Autre tendance marquante, le voyage devient de plus en plus intergénérationnel. On veut encore plus voyager en famille, toutes générations confondues, puisque c'est une autre manière de vivre une expérience, d'en profiter pleinement, où les plus jeunes et les plus anciens apprennent l'un de l'autre dans une déconnexion du quotidien. Enfin, et celle qui pour moi rassemble finalement toutes les tendances dont on vient de parler, c'est celle du slow tourisme, ou le tourisme lent, qui vise lui à découvrir un territoire en prenant son temps, en se laissant imprégner de la nature environnante, en privilégiant les rencontres. Cette tendance, elle est née, je pense, tout simplement d'un fait qu'on a tous vécu, c'est-à-dire que on est dans le quotidien, on prépare nos vacances
Et quand on est dans les vacances, on veut tout faire vite pour optimiser un maximum le temps qu'on va avoir en vacances. Ça a été apparu au début des années 90 et ça s'est confirmé depuis 2010 et ça a pris encore plus d'ampleur dans le contexte actuel. Le slow tourisme, ça propose une approche plus écologique et plus solidaire de nos séjours, de nos voyages, de nos vacances. Et si toutes les tendances de voyage ne sont pas synonymes, elles sont pour le moins très complémentaires. Pour moi, ça amène à se poser une question qui est assez importante. Et si finalement cette année 2020 avait ouvert une nouvelle ère du tourisme, celle d'un tourisme plus lent, celle d'un tourisme de proximité, celle d'un tourisme en quête de sens. Non seulement parce que les contraintes sanitaires qu'on vit actuellement nous y obligent en quelque sorte, mais aussi parce que ça peut vraiment être une solution pour continuer à concilier le tourisme en général avec un développement équilibré de nos territoires et la préservation de nos ressources naturelles. En bref, continuer à profiter de nos temps libres pour se divertir, pour se cultiver, pour se détendre ou autre, tout en prenant soin de notre environnement et en participant activement à la construction du monde de demain. Pour passer au vif du sujet, je peux conclure en disant que ces formes de tourisme, ces tendances de vacances s'accordent parfaitement avec les vacances itinérantes, avec plus particulièrement le voyage en van. Partir en van, mais aussi en fourgon ou en camping-car, c'est quelque chose qu'on peut finalement faire à n'importe quel moment. Je vous dis ça parce que après avoir échangé quand même avec beaucoup de potentiels voyageurs en van ou en véhicule de loisirs, comme on peut dire, van, fourgon aménagé, camping-car, on imagine que partir en van, c'est un peu l'épopée. C'est forcément pour les grandes vacances, comme on dit, mais ça marche aussi pour un week-end. Ce concept de micro-vacances qu'on voit se développer pour un événement qui soit sportif, culturel, pour un rassemblement familial. Ces petites vacances qu'on se crée et que le van peut permettre de faciliter. Les vacances en van, elles sont pour qui? De base, bon, c'est vrai qu'on peut imaginer, moi la première, avant de travailler chez Escapa, en étant honnête, le camping-car ou le van, ça me paraissait être plutôt pour les routiers, les road trippers, les aventuriers. Et puis, mes années au sein de cette entreprise et puis mes diverses expériences en van, camping-car ou fourgon aménagé, sur les différents temps de vacances que j'ai pu vous décrire juste avant, m'ont amené vraiment à prendre conscience, au-delà d'un discours commercial, que finalement, c'est pour tous ceux qui ont envie de tester. On n'est pas obligé d'être des aventuriers. On peut bien se préparer, on peut moins bien se préparer. On peut partir en couple, on peut partir en famille, on peut partir entre potes, parce que c'est tout simplement un mode de vacances qui correspond à un état d'esprit. Et l'état d'esprit, on peut l'avoir toute l'année, comme on peut l'avoir sur un week-end ou sur 15 jours dans l'année. Finalement, pour moi, le voyage en van, c'est pour tous ceux qui souhaitent tester quelque chose de différent. Voyager autrement, on y revient. Pour rentrer dans le concret du concret, comment ça se passe quand on veut voyager en van? Bon, la toute première étape, c'est de choisir son véhicule. Donc là, on parle de van parce que c'est le format plus tendance ces derniers temps, peut-être le plus facile auquel on va penser en premier lieu. Moi, je voulais commencer par vous parler des autres types de véhicules et je finirai par le van. Tout d'abord, chaque véhicule a un usage. Donc, les camping-cars, on pense quand même plus pour quand on est nombreux, en tout cas. Les voyages en famille ou à plusieurs potes, parce que ça nous permet de goûter à la liberté des vacances itinérantes, tout en préservant un maximum de confort. Parce que dans un camping-car, en fonction du camping-car qu'on choisit, il y a quand même de la place. On peut emmener plus de choses. Les camping-cars, il y en a 3 types. Je vous le place ici. Il y a le Capucine. Donc, c'est le camping-car classique que tout le monde connaît avec la cabane au-dessus de la cabine du conducteur, le lit Capucine. Le Profilé, qui est un format plus court, plus compact. Et l'Intégral, c'est vraiment celui qui ressemble plus à
l'image du camping-car plus américain, plus bus qu'on peut avoir en tête. Entre les deux, entre le camping-car et le van, bien que dans la famille des camping-cars sur le papier, on a le fourgon aménagé, qui est plus compact, qui est plus maniable, qui correspond parfaitement à un couple ou un groupe d'amis plus restreint. Il est discret, il est maniable, il est à mi-chemin, comme je vous l'ai dit, entre le van et le camping-car. C'est un compromis idéal entre la qualité du confort et le gabarit du véhicule. Finalement, pour vous parler du van, puisque c'est le voyage en van dont on parle, on est vraiment dans l'allure nomade, dans le décontracté, dans l'image même du road trip qu'on a on peut parler de films, par exemple. Moi, je pense toujours à Little Miss Sunshine, par exemple, l'image de toute la famille dans le combi qui part sur la route sans trop se poser de questions. C'est vraiment le partenaire idéal pour les road trips, authentique. On est sur un format de véhicule qui est clairement le format d'un monospace, donc qui est plus facile à prendre en main. Il est plus autonome et par extension, du coup, il nécessite peu de manipulation par rapport à un véhicule à un plus gros gabarit. Le van aménagé, c'est un véhicule passe-partout qui est un parfait accord entre l'hébergement et la mobilité, puisque une fois que vous avez tout rangé et pour certains, rebasculer les banquettes en siège, c'est aussi votre voiture pour aller faire vos courses sans le moindre souci. Pour finir sur le type de véhicule, je voulais vous parler de la prise en main, parce que c'est quelque chose qui peut effrayer, n'ayons pas peur du mot. Donc peut-être moins pour un van, parce que comme je vous l'ai dit, format plus petit. L'avantage avec la solution entre particuliers qui est proposée par Yescapa en tout cas, c'est que vous êtes en contact avec les propriétaires des véhicules qui connaissent leurs véhicules et qui, en direct, vont vous apprendre à pas seulement conduire un type de véhicule, mais conduire leur véhicule. Et pour avoir été cliente de cette plateforme, je me rappelle de ma première fois où moi, c'était pas un van, mais pour le coup, c'était un gros camping-car de 7 mètres de long, où j'étais clairement pas à l'aise, un peu comme au début de cette conférence, d'ailleurs, je dois vous le confier. Et j'ai été hyper vite mise en confiance par le propriétaire qui m'a fait faire une manœuvre sur place et qui m'a dit « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». C'est un peu l'avantage qu'on a d'avoir cette prise en main en direct avec un propriétaire qui vous guide sur la prise en main et sur l'adaptation au véhicule choisi pour vos vacances. Deuxième étape, la question que je pense tout le monde se pose, c'est comment je prépare mon voyage. Pour moi, il y a deux écoles. On prépare tout en avance ou on se laisse un peu guider par les envies sur le chemin. Et finalement, on se rend compte que souvent, il y a un beau mix des deux qui est fait avec un plan de route de départ et une petite place pour l'improvisation. Petite ou plus grande d'ailleurs en fonction des voyageurs. L'indispensable, c'est de savoir où on va passer la nuit. Pour ça, il y a plein d'options. Il y a le camping, il y a les aires de camping-car, il y a le stationnement en pleine nature, il y a les nuits chez l'habitant. Pour trouver les lieux qui vous correspondent le mieux à vos envies, à votre voyage, qui ne seront pas d'ailleurs forcément les mêmes en fonction du type de séjour que vous organiserez, que ce soit dans le séjour en lui-même où vous allez partir, mais les gens aussi avec lesquels vous partirez pour ce séjour. Le petit coup de pouce que je peux vous donner, c'est des structures avec leur site internet et ou application en fonction, qui sont au top pour préparer son voyage. La première, c'est l'application à toujours avoir dans la poche quand on part en van. Ça s'appelle Park4Night. Si jamais on peut l'écrire sur le chat, ça peut être cool. Avec ma collaboratrice Chloé qui doit être en direct. Park4Night, c'est une application qui est communautaire et qui recense tous les lieux où vous pouvez dormir, vous pouvez faire le plein de votre véhicule en eau, en électricité. Vous pouvez vidanger vos eaux. On va y venir un petit peu après dans cette conférence. Ça recense tout et c'est donc fait par la communauté. Vous avez aussi des commentaires sur l'état des lieux de stationnement qui est vraiment sympa. Deuxième option, on a ce qu'on appelle France Passion, qui est une association française et qui recense des hébergeurs, des particuliers qui vous permettent de venir passer la nuit chez eux. Là, dans ce cas-là, c'est un abonnement à prendre qui vous donne accès à un guide dans lequel vous retrouvez tous les habitants qui proposent un hébergement chez eux.
Vous avez également, que j'aime beaucoup, c'est Bienvenue à la ferme. Ça vous permet d'aller en direct chez les agriculteurs, de pouvoir stationner là-bas et au passage, de découvrir leur façon de travailler, de découvrir les produits locaux, de passer un temps en direct avec l'agriculteur ou le viticulteur et de partager au-delà d'une nuit un moment avec ces personnes. Enfin, une autre alternative sympa qui fonctionne aussi entre particuliers qui s'appelle Home Camper. Et là, le principe, c'est comme chez nous, là où des particuliers vont mettre leur véhicule en location pour d'autres particuliers, ce sont des particuliers qui vont mettre leurs espaces, leurs jardins, leurs cours, leurs champs à disposition, à louer pour une nuit ou plus. Que vous choisissez l'un ou l'autre, ou un mix de chaque, vous êtes assuré d'avoir une nouvelle expérience à chaque étape. Et ça conditionnera aussi vos voyages en fonction de ce que vous avez envie. Un dernier petit point sur le comment on s'organise. Finalement, préparer un voyage, c'est un peu la même chose qu'on parte en van ou autre mode de voyage. À chaque voyage, on est sur quelque chose d'unique, comme je vous l'ai dit, en fonction des gens avec qui on part, d'où on va partir, de ce qu'on a envie pour ce voyage. Mais il y a un truc qui est évident quand on part en van, qui plus est en van d'ailleurs, quand on part en vacances itinérantes, mais qui plus est en van, faut optimiser. Pour pouvoir emmener l'indispensable pour la vie du quotidien, exemple, un kit de vaisselle, une trousse de secours, du linge de rab, comme les incontournables, plutôt pour les temps d'activité, les temps de loisirs. Et là, je vous parlerai du barbecue, des jeux de société ou encore de trouver la paire de chaussures adéquate pour toutes les situations. Enfin, mon dernier point, c'est quand vous êtes sur la route, quand vous partez en véhicule de loisirs, en van ou autre, le premier truc à avoir en tête, c'est de toujours prendre en compte la hauteur et la taille de votre véhicule, puisque forcément, ça va impacter votre conduite. Et plus vous l'aurez en tête, plus vous serez serein tout au long de votre road trip. Le deuxième point, hyper important, c'est les eaux usées. Alors clairement, c'est pas le plus glamour, je vous l'accorde, mais c'est important pour être serein tout au long du voyage, c'est de vidanger vos eaux usées à la bonne fréquence, en fonction des véhicules tous les 2-3 jours et dans les lieux dédiés, comme je l'ai dit auparavant, soit dans les aires spécialisées pour camping-car, soit dans les campings. Ensuite, comme avec n'importe quel véhicule, vérifiez les niveaux. Un basique, mais qu'on ne fait pas assez, moi la première avec ma voiture, si on ne me le rappelle pas, j'oublie une fois sur deux de le faire avant de partir pour une longue route. Également, autant on fait attention au niveau, autant on vide les eaux, mais derrière, il faut faire le plein. Parce qu'on veut être autonome, souvent le plus longtemps possible, il faut vraiment faire le plein d'eau et d'électricité. Dans le véhicule, du coup, vous avez des prises pour vous connecter qui ne sont pas du coup sur de la fréquence 220 volts que celle qu'on utilise dans le quotidien. Donc, il faut soit prévoir des adaptateurs pour les lieux où vous ne serez pas directement raccordé à l'électricité. C'est quand même un bon conseil, l'adaptateur. Souvent, d'ailleurs, certains propriétaires le fournissent. Ou alors, prévoir des haltes quand vous savez que vous aurez un besoin, que vous aurez un besoin réel d'électricité, par exemple, je ne sais pas, pour les adeptes de Colocta vendredi soir, excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas ça, avoir le camping-car qui soit vraiment surcharge pour vous permettre d'avoir la télé et regarder votre Koh-Lanta du vendredi soir. Enfin, deux derniers conseils. Pour le stationnement, c'est de stationner le véhicule à l'horizontale complet pour que quand vous soyez couché, vous ne soyez pas un peu penché, tout simplement. Et la plupart des véhicules, vous aurez des cales qui vous permettent de fixer le véhicule. Yescapa propose aussi une petite application annexe à celle de la location qui s'appelle l'application Niveau, qui vous permet tout simplement de voir si le véhicule est à l'horizontale. Voilà pour les conseils sur la route. Et je vais finir en vous disant que partir en van, c'est appartenir à une grande communauté, tout en ayant la possibilité de conserver son indépendance, ce qui colle, ma foi, parfaitement aux conditions actuelles dans lesquelles se profilent les voyages à venir. Et même si le camping-car, le van ou le fourgon, c'est nouveau pour vous, n'oubliez pas que vous partez en vacances et que les voyages itinérants, c'est simplement de nouvelles aventures pour créer de beaux souvenirs. Finalement,
et je pense le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre votre temps et de vivre l'expérience à fond. Pour finir tout ça, je vous laisse avec une petite vidéo d'1 minute 30 qui vous explique ce que c'est Yescapa et comment ça marche concrètement. Yescapa, c'est la place de marché des voyages nomades en Europe. Elle encourage la location de camping-cars, fourgons et vannes aménagés entre particuliers, pour des expériences de voyage inoubliables. Quand on dit Yescapa, on entend choisir de se faire confiance, conjuguer bonheur et liberté, offrir des services bien pensés et pouvoir compter sur le partage d'une puissante communauté de voyageurs. Les propriétaires de véhicules sont connectés avec les voyageurs du monde entier et profitent d'une solution conviviale, fiable et accessible. D'une part, les propriétaires amortissent les frais d'entretien de leur véhicule dans les périodes d'inactivité. D'autre part, les voyageurs bénéficient d'une expérience de voyage flexible et économique. Que vous soyez propriétaire de camping-car ou voyageur, l'inscription sur la plateforme est très simple. Le propriétaire crée son annonce gratuitement et gère en totale autonomie ses préférences, ses tarifs et son calendrier de disponibilité. Le voyageur indique son lieu de départ et précise les dates de son séjour. Le site propose alors tous les véhicules disponibles dans la région, parmi lesquels il choisit celui qui correspond le mieux à ses besoins. Une fois parti, une assurance multirisque et une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 protègent à la fois le propriétaire et le voyageur pendant toute la durée de la location. Tout est prêt, c'est le moment de prendre la route et de rejoindre la plus grande communauté de voyageurs nomades d'Europe. Choisir Yescapa, c'est choisir le Van Way of Life. Merci Valentine pour ta présentation. Ça nous a vraiment donné envie, je pense, à beaucoup de se lancer. Désolée pour le son, mais on a pu voir la vidéo, donc c'est parfait. Et il y a eu pas mal de questions. En fait, là, il y en a encore qui sont en train de défiler. J'en ai déjà quelques-unes que j'ai relevées. Je vais pouvoir te les poser. Alors, déjà, pour toi, en fait, pourquoi le voyage en van serait synonyme de liberté en fait par rapport aux autres voyages? C'est quoi qui fait la différence? Pour nous, en tout cas, ce qu'on met en avant, et pour moi, pour l'avoir fait en partageant mon expérience d'utilisateur, l'avantage, c'est qu'on peut réajuster le voyage en cours de route. Pour moi, c'est vraiment le symbole de liberté, c'est-à-dire qu'on peut avoir même le plan de route tout fait. Et par exemple, si je décide de partir aller à Biarritz, parce que c'est vraiment mon kiff,
et qu'il pleut, parce que mine de rien, il pleut beaucoup à Biarritz. Et ben, je regarde la météo, je reprends mon van, je fais 1 heure de route et je vais retrouver le soleil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche pour tout le monde. Après, ça vaut aussi, par exemple, quand on fait du surf. Idéal pour les surf trips. Les conditions sont mieux ailleurs et on remonte dans le véhicule et hop, on prend la route et on va chercher les meilleures vagues sur le plan d'à côté. Et moi, c'est vraiment ça dans la liberté, c'est de se dire qu'en fait, même si on a choisi un lieu, au final, on n'est pas sédentaire, on n'est pas bloqué. Si on le choisit, on peut partir à tout moment. C'est ça la vraie liberté. Et par rapport à ça, justement, est-ce qu'on peut s'arrêter vraiment n'importe où ou est-ce que, justement, comme tu le disais, il y a des applications qui nous aident pour pouvoir se garer, pour pouvoir en fait se déplacer? Est-ce qu'il y a des guides? Comment on peut faire pour organiser son séjour? Alors, du coup, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai donné plusieurs applications. Chloé, si tu m'entends, est-ce que tu peux peut-être les lister dans le chat? J'ai parlé de Park4Night, de Home Camper, de France Passion, de Bienvenue à la ferme. Tout ça, c'est des lieux d'accueil. Park4Night, c'est vraiment l'application qui recense un max de lieux d'accueil. Donc, que ce soit des aires, souvent c'est communal ou municipal, que ce soit les campings aussi qui font de l'accueil. Cette application, elle recense tout, partout en France et en Europe. Donc, c'est vraiment pour moi le must. Si on doit avoir une application dans la poche quand on part en van, c'est Park4Night, vraiment. Et après, effectivement, non, forcément, on peut pas se poser partout, mais comme on ne peut pas faire du camping sauvage partout, c'est la même condition. Et vraiment, l'important pour pouvoir continuer à faire ça dans un max d'endroits, c'est de le faire en étant respectueux de l'environnement. C'est vrai que ça peut être gâché, il faut se le dire parfois, parce qu'il y a des gens qui, mais comme partout, que ce soit en van ou ailleurs, qui ne sont pas respectueux de l'environnement et qui, du coup, vont laisser, au lieu de laisser le site dans l'état où ils l'ont trouvé, vont laisser dans un état pas cool. Donc, c'est vraiment le truc. Voilà, okay. Soyez libre, posez-vous dans un max d'endroits où vous le souhaitez, mais soyez respectueux de l'environnement et quand on repart, on fait comme si on n'était pas passé. Et on a une question aussi, tu as déjà répondu un petit peu, mais est-ce que le van est vraiment adapté pour un séjour en famille avec des enfants en bas âge? Est-ce que les vans sont aménagés pour ce type de séjour si je décide de partir avec des enfants en bas âge? Du coup, il y a plusieurs types de vannes. Hein. Encore une fois, dans tous les types de véhicules, il y a différents aménagements possibles. Mais oui, ça se fait et je le fais. J'ai une petite fille qui n'a pas encore 2 ans. Et je l'avoue, hein, ça peut être sportif, mais c'est aussi super chouette. Par exemple, souvent les vannes justement qui ont le toit relevable, qui permettent de dormir. Les tentes de toit. Nous, on l'a fait avec la petite, avec nous sur le matelas, mais moi j'ai une amie qui elle a son van avec 2 enfants qui ont 2 ans et demi et 6 ans, et ils dorment tous les 2 en lit en haut. C'est de lit-cabane, c'est super. Vraiment pour les enfants. Pour l'avoir entendu beaucoup et maintenant commencer à le vivre moi-même, c'est vraiment l'expérience un peu de la cabane, de quelque chose d'original. Enfin, c'est très plébiscité par les enfants. J'ai beaucoup entendu de parents dire « on va faire ça parce que c'est le rêve de mes enfants ». Ok. Et est-ce qu'il y a une assurance justement quand on va louer sur la plateforme? Est-ce qu'il y a une assurance qui permet justement d'être sécurisé quand on va louer sur le site de Yescapa entre particuliers? C'est du coup la plus-value vraiment d'Yescapa, c'est d'apporter ces briques de confiance. On en apporte plusieurs, notamment la vérification des identités qui permet de faciliter finalement la connexion entre 2 inconnus. La deuxième brique, c'est le paiement sécurisé. Voilà. Et la dernière, c'est l'assurance, comme tu en parles. Et effectivement, on a en France, mais aussi sur nos opérations, des partenaires assurances. En France, on est en partenariat avec la Maïf, qui assure donc tous les voyageurs sur la durée de leur location. C'est une assurance qui prend le pas sur celle du propriétaire durant la durée de la location. Okay. Et ça n'impacte en aucun cas les assurances respectives de chacun sur leur véhicule individuel. D'accord. Et il y a un âge minimum pour conduire un van ou un camping-car? Alors, ça dépend du coup des pays dans lesquels on se trouve, mais en tout cas, sur la France, c'est 23 ans. D'accord. Et c'est quoi le prix moyen par jour, on va dire, pour louer un van? Est-ce qu'il y a une marge, on va dire, une tranche à peu près où on peut se projeter? Alors, du coup, ça, c'est la question un peu piège, entre guillemets, mais on sait y répondre à force. On parle en moyenne, nous, de 100 € par jour
la moyenne globale sur l'année, sachant que ça dépend du type de véhicule, de la période à laquelle vous allez louer. Forcément, louer entre le 15 juillet et le 15 août, ça coûtera plus cher que de louer au mois de mai, mais au final, c'est clairement les mêmes conditions que pour louer un appartement en pleine saison. Hein. C'est vraiment, les prix vont augmenter en pleine période estivale et les prix seront plus intéressants en hors période. Et voilà, la moyenne, c'est vraiment 100 € par jour. Ok. Est-ce que votre plateforme permet de louer un van ou un camping-car hors de France? Est-ce que ça fonctionne aussi en Europe? Par exemple, moi, j'aimerais bien le faire en Norvège. Est-ce que je peux demain aller sur le site de Yescapa et trouver un van à louer en Norvège? Alors, dommage, Stéphanie, on est présent en Norvège, mais on y travaille. Aujourd'hui, on est présent en peer-to-peer, ce qu'on appelle du coup vraiment pur entre particuliers, sur 7 pays européens, qui sont la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique et le Royaume-Uni. Et en parallèle de ça, on développe également une offre avec des loueurs professionnels pour nous permettre en fait d'être disponibles dans tous les pays d'Europe et d'avancer même là où encore on n'a pas d'offre entre particuliers. Ok. Bon, alors je vais attendre un petit peu, mais ça sera pour bientôt. Et toi, si on devait conclure, c'est quoi le road trip qui t'a le plus marqué? Si tu avais une expérience en van, un séjour que tu nous conseillerais, ou en tout cas celui qui t'a le plus plu de tous ceux que tu as pu faire? Moi, je pense que celui que j'ai fait, j'ai fait le nord de l'Espagne en amoureux avant d'être maman, du coup. Et on a fait surf trip avec mon amoureux, parce que nous, on est des riders, comme on dit dans le jargon. Et on a fait de la côte nord autour de Saraouz en Espagne. On a loué, d'ailleurs, incroyable. Hein, moi, je voulais louer un van pour mettre des planches, du coup. Et j'habite à Lacano. Et je me suis rendu compte que y avait un van à louer sur Yescapa, spécial pour les planches de surf, qui au final étaient des potes de potes. Donc, j'ai pu louer à des potes de potes, juste à côté de chez moi, avec un véhicule top pour mettre nos planches et se faire une vraie petite échappade de 4 jours dans le nord de l'Espagne. C'était vraiment un bon souvenir. Ok, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va donner des idées à beaucoup. J'espère bien, on espère bien en tout cas. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser à Valentine sur la plateforme rubrique partenaire. Vous allez sur Yescapa. Et si vous souhaitez revoir ce live, il sera disponible en replay ici sur la plateforme pendant 1 mois. Et pour continuer cette journée consacrée à l'idée justement du voyager autrement, on se retrouve à 18h pour un live avec Lauriane qui nous partagera son aventure à voyager sans voiture. Voilà, merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup Stéphanie. À 19h avec Lauriane. Merci beaucoup à tous, bonne fin de journée.